Bonjour, Bah bonsoir. ouais, d'abord, oui, merci au Forum des images, comme d'habitude, d'organiser et des cycles et des rencontres et des débats, et surtout dans le cadre d'un truc qui s'appelle Un état du monde, un festival qui s'appelle Un état du monde. Ça, l'état, on est d'accord, on va en parler. Alors, puisque ton dernier film a été évoqué, je voudrais qu'on commence par le début, c'est-à-dire pas ce film-là, mais une histoire unique dans l'histoire du cinéma français, peut-être dans le cinéma mondial. C'est pas cette espèce de une fratrie, une association parfois de malfaiteurs, quoi, de voyous, que tu as formé avec Gilles Marchand, qui est quelque part par là. Vous pouvez applaudir, Gilles Marchand, il est là-bas. Voilà, il est tout rouge dans la pénombre. Dominique Moll, Laurent Cantet et toi. Euh, comment c'est ça? Je suis obligé de Vas-y. te couper un peu parce que je vois Gilles, etc. En fait, moi, la seule association que j'avais, c'était avec Laurent. Enfin, je connaissais bien Gilles, mais c'est Gilles qui, enfin, c'est Laurent qui nous met en contact. Mais j'étais pas dans l'aventure Sérénade, qui était un groupe de production où il y avait Gilles, il y avait Dominique Moll, il y avait évidemment tous les noms m'échappent maintenant. C'était Et moi, je faisais pas. J'étais vraiment très proche de Vincent, Laurent. Ouais, parce Lietchi. qu'en fait, Laurent, on a fait l'IDEC en 83 ensemble. On était dans le même groupe et en fait, il s'est accoquiné avec l'année suivante où il y avait Gilles, Dominique, etc. On s'est un peu perdu de vue un moment comme ça avec Laurent et on s'est retrouvé à l'occasion. Enfin on se voyait assez souvent, mais on s'est vraiment retrouvé en faisant du cinéma ensemble. Mais par contre, l'association de malfaiteurs, en tout cas avec Gilles, elle existe et avec Laurent aussi. Et surtout, Laurent, il y a eu ce truc très fort, c'est que comme lui essayait de me ramener au cinéma, il m'a ramené par le montage. Et donc j'ai commencé par monter ces films et après j'ai écrit ces films et je les ai montés. Et j'étais un peu sur le tournage, un peu au dérochage, etc. Et l'association, elle a été quand même beaucoup comme ça et avec Gilles aussi notamment très très fort. Mais j'étais pas complètement dans le groupe de. Je tiens à le dire parce que je pense qu'on me confond aussi avec Thomas Bardinet et Thomas faisait partie de ce groupe-là. Mais c'est vrai que c'était surtout une histoire d'amitié très forte avec Laurent depuis 83, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, je tenais juste à préciser ça. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais t'as dit, il m'a ramené au cinéma. T'en étais parti? Ouais, j'en étais parti parce que, en fait, c'est une des clés enfin, de ma petite histoire. C'est qu'en fait, euh, en 82, quand commence l'épidémie de sida, moi, le début de cette épidémie me traumatise. Je me dis, il y a un truc terrible qui est en train de nous tomber dessus, etc. Et puis je voyais plein d'amis gays qui disaient, mais non, enfin, il y avait un truc un peu comme ça. Et je me disais, mais si, je crains que ce ne soit plus dangereux que ce qu'on dise. Et c'est vrai que d'un seul coup, moi, ça m'a foutu un coup et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Et j'ai eu la chance de rentrer dans l'école de cinéma, l'IDEC, ce qui est devenu la FEMIS aujourd'hui. Et en fait, le cinéma m'a permis en fait de me projeter dans autre chose, de sortir de cette inquiétude-là, de cette angoisse. Mais quand l'IDEX s'est arrêté, je n'ai pas réussi à réembrayer sur le cinéma, comme beaucoup d'autres, parce que il y avait quelque chose de cette épidémie que je n'arrive pas à exprimer et je ne comprenais plus l'intérêt du cinéma. C'était aussi simple que ça. C'est-à-dire que je ne comprenais plus. D'une part, si je devais dire quelque chose, c'était quelque chose sur cette épidémie, mais comme cette épidémie, elle naissait, c'était impossible d'en dire quelque chose. C'était impossible. C'est quand on est trop dans l'événement, on ne sait pas. Et j'ai commencé à travailler sur des, des vagues scénarios, etc. Mais j'ai été dans une espèce de déni très très fort, d'autoprotection qui faisait que je ne pouvais plus du tout revenir à la création. Et donc j'ai eu des boulots j'ai été monteur au JT à France 3 pendant des années. Voilà. Et de temps en temps, je pense à des projets. Et puis, début des années 90, je rentre à Act Up, qui devient pendant, je dirais, 3 4 ans, un travail à plein temps. C'est-à-dire où
d'une certaine manière, on petit déjeune sida, on mange sida, on fête la fête sida. Enfin, c'était une espèce de tourbillon comme ça, à la fois dur par endroits et assez joyeux, jubilatoire à d'autres. Et donc, voilà. Et en fait, c'est Laurent, quand il recommence à faire des films, les courts-métrages, etc., dès son premier moyen-métrage, il me demande, puisque moi j'avais... il ne faut pas oublier que quand on était à l'IDEC, on se connaît avec Laurent parce que il s'appelle Canté et que je m'appelle Campillo, donc on est par ordre alphabétique, on est dans le même groupe. C'est aussi bête que ça, qu'on a appelé le groupe d'essai, ce qui est toujours un peu... Bon, voilà. Et donc il n'y avait que des gens... Voilà. Et donc... notre amitié s'est liée a commencé sur une espèce sur l'ordre alphabétique, quoi. Et après, c'est vrai que quand il a commencé à travailler, moi je venais de faire un stage AFDAS de montage numérique, et c'était l'époque où on commençait vraiment le montage numérique, et donc c'est sur Les Sanguinaires, un moyen métrage qu'il est tourné en Corse, que j'ai commencé à monter avec lui, etc. Et que donc, peu à peu, voilà, j'ai monté son second film, et puis qui avait écrit, ce qui est Ressources humaines, qui avait été coécrit par Gilles Marchand, justement. Et après, en fait, sur l'emploi du temps, j'ai commencé à écrire avec lui. Et donc j'ai été comme ça, comme une espèce de poisson pilote, où j'étais au départ et à la fin, puisque je faisais le montage, et au tournage, j'étais soit comme je disais tout à l'heure, très en dérochage, soit je passais sur le tournage et on discutait. Mais c'était ce truc, et c'est pour ça que ça rejoint un peu l'expérience que tu racontes avec Dominique Moll, qui a connu Gilles Marchand, etc. On était avec des gens avec qui on discutait de cinéma, avec qui on parlait de cinéma. On faisait du cinéma un peu quand même en groupe. Il y avait quand même un truc qui était... Et ça venait quand même beaucoup de l'IDEC, puisque l'IDEC, on était par groupe de 5-6. Et quand on faisait un film, on était technicien sur les films des autres. On pouvait être Perchman, on pouvait être... et que ce truc de groupe, je trouvais c'était à la fois une forme d'effervescence et c'était aussi très rassurant. On a l'impression qu'on pouvait amortir... les chutes qui pouvaient nous arriver, quoi, comme ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai recommencé à travailler avec lui. Et je pense que chez lui, il y avait vraiment un truc conscient de se dire qu'il fallait que je revienne au cinéma, que je m'en étais vraiment trop éloigné. J'avais pas fait le deuil, mais et c'est quand même, je recommence à faire du cinéma, à penser au cinéma, parce qu'arrive les trithérapies. Hein. C'est lié vraiment à l'épidémie de sida qui prenait dans ma tête, dans ma vie, une importance très grande, quoi. Et je le regrette pas du tout, mais ce qui fait que j'ai commencé à faire des films assez tard, d'une certaine manière, quoi. Puisque j'avais 40 ans quand j'ai fait je crois. Oui, c'est déjà très vieux. Très vieux. Donc c'est comme dans la chanson de Sheila, donne-moi ta main et prends la mienne, l'école est finie. Oui, si tu veux. Bon, j'avais pas pensé à cette référence, mais j'avais pas la rêve. Quoi. Bon, faut expliquer que l'IDEC, il faut choisir une spécialité. Tu avais pris montage. Alors, au départ, il n'y avait pas de spécialité. On était tous réalisateurs. C'est juste en seconde année, on devait choisir une spécialisation, soit montage, soit image. Et moi, j'avais pris montage et Laurent avait pris image. Et moi, image, c'était vraiment pas possible parce que dès que je branchais un projecteur, il explosait. Donc, je m'étais dit que c'était un peu comme la main verte. Je l'avais pas. Et donc, il restait le montage, quoi, parce que c'était comme maintenant, la FEMIS, il y a plein de possibilités, mais à l'époque, il y avait vraiment... Ça formait principalement des réalisateurs, mais en fait, on avait une spécialisation pour espérer trouver un travail plus facilement à la suite, à la sortie de l'IDEC, si j'avais bien compris la politique de la maison. Alors, j'ai appris que tu avais travaillé au JT de France 3, c'est ça ? Tu as appris des choses à travailler au montage ? C'était les actualités ? Enfin, c'était le journal ? C'était le journal. J'ai appris à monter vite, hein, déjà, puisque effectivement on reçoit les sujets un quart d'heure avant qu'ils passent à l'écran. Ça peut être très très rapide, quoi. C'était avec des cassettes vidéo à l'époque, donc quand la cassette vidéo se bloquait dans le truc, c'était quand même un sport de haut niveau. C'est toujours le truc où les gens sont à l'antenne et disent nous n'allons pas pouvoir voir. C'est parce que moi j'étais en train de démonter la Betacam ou je sais plus ce que c'était, en me disant je vais essayer de récupérer. Enfin, on courait dans les couloirs, on mettait ça dans les... Moi, j'ai adoré ça, et surtout ce que j'ai adoré, c'est le fait
que c'est un montage très impur. On vous envoie des images, soit c'est des gens qui travaillent pour la chaîne et qui ont fait des images, ce qu'on appelait les GRI, journalistes voilà, qui faisaient des images. Et en fait, il fallait monter ces images vite. Et en fait, avec une espèce de logique très particulière, c'est que en fait, on peut se permettre un peu n'importe quoi. Parce que comme il y a une voix off qui lit toutes les images, c'est à la limite du clip, quoi. Il y a quelque chose qui est et je me suis aperçu, ça m'a appris des trucs sur le fait qu'on pouvait passer d'une image à l'autre de manière complètement décomplexée, sans se poser tellement la question de à la fois du raccord, tout ça, etc. Le côté bordélique m'a vraiment intéressé. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait un truc, en dehors du fait que ça ne me demandait pas un effort intellectuel démesuré, donc c'était un boulot plutôt cool. Mais j'étais assez étonné du fait que moi, je sortais de l'idée qu'on nous avait appris, enfin, il y avait une espèce de respect de l'image comme ça qui était très très fort, que j'ai toujours, hein, mais qui était vraiment. C'est pas comme s'il y avait des règles, mais il y avait une morale quand même du montage qui était. Et là, c'était tout l'inverse, quoi. C'était vraiment. Et le côté un peu vulgaire ou crade du truc, moi je trouvais ça assez fascinant. Et surtout que parfois on recevait aussi, il y avait donc, j'ai oublié de dire tout à l'heure, soit c'était des images qui fabriquaient, soit c'est des images qu'on recevait de l'international. Et ce qui faisait qu'effectivement tous les sujets internationaux sur toutes les chaînes étaient les mêmes. Et donc voilà, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais voilà, moi ça m'intéressait. Et puis simplement c'est la première fois que je travaillais vraiment et que je gagnais ma vie, donc j'étais très content, quoi. Alors, par définition, ces images étaient des images d'archives et d'actualité, pardon, Ouais. d'actualité. Est-ce que tu as l'impression dans ton premier travail de montage sur images que tu étais en train quand même déjà d'instiller par le montage un peu de fiction? Alors, c'est arrivé parce qu'en fait, moi, ce qui m'a vraiment passionné, c'est qu'en fait, après avoir fait le JT, j'ai travaillé sur d'autres émissions. J'ai travaillé sur des émissions littéraires, Qu'est-ce qu'elle dit Zazie, des émissions de France 3 Île-de-France, où là, pour le coup, c'était très intéressant parce que je ne dis pas que les images qu'on m'apportait étaient forcément extraordinaires, mais c'était quand même des sujets qui étaient vraiment, par exemple, c'était quand même des sujets de 26 minutes, donc c'était des montages plus importants. Et c'est pareil, c'était beaucoup sur parce que c'était des mélanges d'interviews, d'écrivains, il y avait un très très beau reportage que moi je suis très fier d'avoir, je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui était à Sarajevo, sur la bibliothèque de Sarajevo. Et c'est vrai que c'était des mélanges de textes d'auteurs du pays, enfin des pays en l'occurrence, et sur la violence de la guerre, etc., sur des images qu'ils étaient allés tourner là-bas, et effectivement de la bibliothèque, de gens qui, chez eux, enfermés, continuaient à écrire, ou voire même à publier, etc. Et que je trouvais qu'il y avait un truc... Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le fait que ça m'ouvre, au fond, à d'autres images que les images de cinéma. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressé, c'est le fait que ce que j'ai imprimé moi à ça, c'était ma temporalité. Comment la question rythmique, c'est-à-dire comment on se laisse emporter par la voix, par exemple, d'une interview, etc. J'ai trouvé assez fascinant de dérocher des heures et des heures d'interview et d'essayer de retrouver une logique dans ce que disaient les gens, etc. C'est quelque chose qui est vraiment... et que, à partir de là, de cette logique de mettre des images, mais qui ne soient pas des images, parce qu'on a tendance à faire de l'illustratif quand même à la télé, c'est-à-dire qu'il y a un texte et par-dessus, on passe d'une image à l'autre, voilà. Et j'ai essayé de casser ça. Voilà. Et donc, je pense que les gens aimaient bien monter avec moi parce qu'on retrouvait, je pense, ce rythme un peu qui venait du cinéma. Voilà, c'était un truc plus réfléchi là-dessus, où j'avais pas à l'occasion... de temps en temps, il y avait des moments d'interview très très longs où je ne mettais pas d'image, évidemment, où je préférais voir la personne parler. Il y a d'ailleurs des interviews que j'ai faites où il n'y a pas du tout d'image, où enfin, des montages que j'ai faits d'interviews où c'est vraiment que la personne qui parle. Notamment, je me souviens qu'il y avait un type que je trouvais extraordinaire, qui était le traducteur de Jim Harrison, et son interview sur la question de comment il allait
chercher le nom, les traductions pour le nom des pièges que mettaient les chasseurs dans la forêt, etc. Je trouvais que c'était absolument fascinant. Et donc voilà, moi, ce qui m'a intéressé, c'est surtout l'impression de travailler une matière qui était pas la mienne. Certes, quand on fait un film et qu'on maîtrise tout, on peut ne pas avoir du tout d'extérieur, c'est-à-dire que tout vient de nous, etc. Et pour moi, le cinéma, ça m'intéresse quand c'est des choses qu'on maîtrise pas forcément, qu'on apprend à comprendre. C'est ce qui m'intéresse dans le fait de faire des films. Moi, je fais des films pour comprendre, y compris des parties de ma vie. Pas parce que j'en sais quelque chose au départ, parce que j'essaie de comprendre ce que je n'ai pas compris. Et c'est un outil qui n'est pas un outil c'est pas un outil scientifique vraiment, mais c'est un outil quand même d'une forme de vérité. Voilà. Je te posais la question sur ce travail sur les images dites d'actualité, parce que je trouve que une des forces de tes films, de tes 4 films, en attendant le prochain, c'est que... alors, est-ce que tu dirais ça, que tu fais des films d'actualité? Parce qu'on va voir un extrait, si tu veux, assez vite de ton premier film. Ouais. Là, l'actualité est plus difficile à saisir, mais moi j'en ai trouvé une. Est-ce que tu dirais ça, que c'est des films, non pas du temps, mais de ton temps, de ton moment à toi? C'est des films d'actualité. Alors c'est très compliqué ce truc. C'est que c'est à la fois des films d'actualité qui au fond sont un peu anachroniques quand même. C'est-à-dire que l'actualité du sida, alors maintenant on dit infection à VIH, puisque c'est évidemment moins, en tout cas c'est très soignable, et c'est vrai que c'est des avancées énormes qu'on a eues sur les trithérapies, etc. Voilà, mais quand je fais ça, pour moi je fais ça parce que je me dis à un moment, d'abord moi il a fallu que ça mûrisse dans ma tête, et donc en fait quand tu parles d'actualité, pour moi c'est, même si je parle d'un film du passé, je tenais absolument à ce qu'on se dise ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que, effectivement, prendre ces jeunes acteurs, trouver dans les vêtements des vêtements, puisque les années 90 revenaient à la mode, c'était possible de trouver quelque chose qui ressemble au passé, mais qui pourrait pas. Là, tu parles de 120 battements. De 120 battements, pardon, oui, qui pouvait paraître comme d'aujourd'hui. Donc, à chaque fois, je recherche quelque chose qui est proche de nous, en fait, pour réactualiser le truc. Mais c'est vrai que c'était une époque, justement, où on parle aujourd'hui beaucoup moins du VIH, etc., et que j'avais envie de reparler ça, mais c'est aussi une époque où je trouvais qu'il y avait une forme d'impuissance politique, y compris pour la jeunesse, que c'est très compliqué de se secouer. Et donc, j'ai voulu parler d'un truc qui, moi, me paraissait d'actualité, qui est le fait, je prends exemple sur ce film, qu'est-ce que c'était la politique avant les réseaux sociaux? Qu'est-ce que c'était le fait de se parler en face? C'est pour ça que les scènes de réunion, pour moi, est très, très importante. C'était comment la pensée politique se fabrique à plusieurs. Alors que j'avais l'impression, justement, quand dans les réseaux sociaux, c'est au fond l'affrontement politique qui ne produit pas tant de choses que ça. Et que j'avais envie de rappeler cette époque où c'était encore possible de produire quelque chose comme ça. Et que je sentais quand même que il y avait toute une partie de la jeunesse qui avait besoin aussi de ce truc-là. Voilà. Et juste, comme moi, j'ai trouvé que c'était une expérience formidable enfin, cette idée on est bien plus intelligent à plusieurs que seul dans son coin, et que secondo, quand on se balance des arguments, ça n'est pas la même chose d'avoir les gens en face que de ne pas les voir. L'incarnation, qui est le sujet pour moi le plus important dans tous les films, c'est comment on incarne. Pour moi, l'incarnation, c'est justement l'idée d'actualisation, de comment on peut faire un film sur Madagascar, on peut faire un film avec des morts vivants, etc. Mais comment on actualise, comment on leur donne du présent, comment on redonne du présent aux gens. Et c'est ça qui m'intéresse au fond. Et c'est pas tellement parce que mes sujets, au fond, ils sont un peu vieux. Si on parle de l'épidémie de sida, si on parle de Madagascar et de la révolution de 72, et les revenants, c'est plutôt une réalité parallèle, etc. Donc on n'est pas tellement dans l'actualité comme ça. C'est peut-être Eastern Boys qui est le plus proche d'une réalité. Mais donc voilà quoi. Propose, excusez-moi parce que je vais un peu inverser l'ordre des extraits qu'on avait prévus. Est-ce qu'on pourrait regarder
pour ce qui est d'ailleurs de mort-vivant, d'une certaine manière, un extrait de 120 battements, s'il vous plaît. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent, et nous ne voulons pas mourir. Dans toutes les guerres, il y a des collaborateurs. Le sida a les siens. Ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans les PD, les toxicos, les prostituées, les prisonniers, dans l'indifférence générale. Ceux qui en profitent pour raviver les réflexes de haine et de discrimination. C'est contre eux que nous nous battons depuis 1989, en étant présents et sans répit sur tous les fronts. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie, aux drames personnels et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable de s'organiser et d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. À Act Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. Talk about around town as they put you down. And as hard as they would try, they'd hurt to make you cry. But you never cry to them, just to your soul. Alors, j'espère que vous avez vu le film.
Je l'avais vu au Festival de Cannes, enfin, peu importe où je l'ai vu. Chaque fois, rien que l'extrait, 120 battements, c'est mon cœur qui bat. Hein. Et là, je trouve que dans cet extrait que j'ai choisi, on les a choisis un peu longs pour pas que ce soit des clips à l'intérieur de la conversation. Hein. Mais longs. Là, je trouve qu'on voit très très bien comment tu fais du cinéma. C'est-à-dire tout le début sur les gens allongés, la manif, etc. Ça pourrait être du reportage, enfin un documentaire. Tu as un sens du groupe immédiat, même si on aperçoit au passage Adèle Haenel et d'autres, mais on s'en fout. Et je trouve que c'est une des grandes réussites du film. C'est un film de groupe. C'est un film, tu sais, comme on disait autrefois, restons groupés. Et il y a quelque chose comme un slogan. Et puis progressivement, ce qui est très fort dans tous tes films, c'est le fantasque et le fantastique arrivent. Et il arrive par une sorte de neige bizarre. On ne sait pas si c'est de la neige ou c'est quoi, ou un truc un peu atomique, ou si c'est dangereux ou pas. Ensuite, tu quittes le groupe pour t'intéresser à un personnage qui est en train de mourir. Et ce personnage fait un rêve, un cauchemar. Et ce cauchemar est beau. C'est ça. Alors, tu m'as dit qu'au départ, il y avait une idée d'Act Up de colorer la scène en rouge, hein, c'est ça? En fait, on avait deux fantasmes à Act Up. C'était de mettre une capote sur l'obélisque, ce qu'on a réussi à faire grâce à Benetton quand même. C'est eux qui avaient financé le truc, parce que nous, on était incapables d'avoir la logistique pour faire ça. Et d'ailleurs, quand on l'a fait, moi, ce que je trouvais invraisemblable, on a été arrêté tout de suite. Et ils ont enlevé la capote dès qu'ils ont pu, ce que je trouve invraisemblable. Je me suis dit, ils auraient pu garder la capote, laisser la journée, quoi. Ça changeait rien. Non, ils ont voulu l'enlever comme si c'était une dégradation, quoi. Alors qu'évidemment, tout avait été fait pour ne pas abîmer l'obélisque. Hein. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le faire nous-mêmes. Et l'autre grand rêve, c'était de rendre la scène rouge. Mais qui est un truc, on avait, comme on le voit dans le film, un jeune spécialiste qui était un garçon qui était hémophile et qui... Ludo, c'est lui qui teignait par exemple les fontaines de Paris, il les teignait en rouge, etc. C'était vraiment c'est lui qui a trouvé la formule pour teindre les. Et là, il nous disait non, mais là, c'est. Donc je me suis dit, ce film me permet de faire ça. Mais là, c'est un enchevêtrement. Là, cet extrait pour moi est un truc très fort parce que c'est un enchevêtrement de tellement de choses. Et là où tu as raison, c'est-à-dire que d'abord pour moi, la question du cinéma, c'est de je veux dire un truc tout bête, c'est d'apporter de la beauté au monde, vraiment. C'est-à-dire que je pense parce que j'ai l'impression que ma traversée d'Act Up et de cette épidémie, etc., c'est aussi il y a eu de la beauté à travers ça et que c'est pas possible de passer à côté de ça, de la beauté des êtres. Je considère de plus en plus que les films, ce sont des temples, quoi. C'est des temples où on évoque des demi-dieux, des choses comme ça, etc. Et que c'est comme si j'avais un respect infini pour les gens que je filmais, comme si c'était des choses vraiment, des espèces de légendes, quoi, et d'icônes. Et que je pense qu'à un moment où on est quand même abreuvé d'images, il faut créer des images aussi qui marquent la rétine et qui sont des choses presque primitives, quoi. Et là, c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était cette question, c'est le moment critique du film où la question du collectif ne résout pas le drame personnel. Et là, c'est l'objet de l'incarnation. On peut incarner à plusieurs une lutte politique, mais on ne peut incarner que seul sa mort. Ça, c'est... Et le personnage de Sean, qui est dans son lit, qui donc est absent de la grande manifestation et de la fête qui suit cette manifestation, mais cette fête, évidemment, son copain danse tout seul, est à la fois assez jubilatoire, mais assez morbide aussi. Enfin, et que c'est ce mouvement-là, que c'est comment ça mute, ou comment les choses se métamorphosent dans le film pour faire sentir les contradictions, les contrastes entre ces choses-là qui m'intéressent. Et l'autre truc sur la question de l'incarnation qui m'excitait, mais à un point... Parce qu'au départ, dans le film, je voulais que Jimmy Somerville chante sur scène, parce qu'il avait fait un concert pour Act Up. Et le concert était un truc, moi, qui m'a marqué, parce qu'en fait, c'était au Cirque d'Hiver, et c'était un ami de Didier Lestrade, le président d'Act Up, et donc, c'est lui qui a donné de l'argent pour qu'Act Up Paris soit créé, et il a fait un concert au bénéfice d'Act Up Paris. C'était donc, et quand il a pris cette chanson, qui est une chanson
de 84, puisque là on est dans les années 90, c'est donc le début de l'épidémie de sida. Tous les gays de ma génération, etc., sont mis à pleurer parce que ça rappelait toute la décennie qui venait de passer et où il y avait eu tant de morts, tant d'angoisse, etc., que tout nous paraissait, l'avenir nous paraissait terrible, quoi. Et que donc ça crée ce truc-là. Et en fait, Jimmy Somerville n'avait pas envie d'être filmé, etc. Enfin, des choses que je comprends parfaitement. Et en fait, par contre, on a réussi à avoir, pour faire puisque c'est un remix de Robotini, on a réussi à avoir les bandes originales avec les trucs séparés. Donc on a pu séparer sa voix du reste de la musique. Et sa voix devient comme un personnage pour moi. Pour moi, il existe. Et quand on entendait vraiment que sa piste, on a quand même ses battements de cœur. Enfin, on sent sa présence. Et là, j'ai dit, on va le mettre en scène comme un jeune gay de 84 qui fait son premier disque, enfin son premier album avec le groupe auquel il appartient. Pardon, Bronski Beat, ouais. Et donc, il y avait quelque chose aussi qui rejoignait, comme si le personnage de Sean était sous... c'est aussi de l'ordre de la légende, quoi, d'une certaine manière. C'est comme si Jimmy Somerville était une espèce d'ange sur une fée. Une fée, exactement, une fairy sur ce corps de Sean. Et après, la question du cauchemar, donc, qui pour nous était un rêve, hein, de réussir ce truc-là. C'était aussi cette impression, je voulais vraiment que la scène ressemble à une veine, quoi, avec du sang, qu'on soit dans un truc effectivement très organique, en fait. Et sur la question justement de la féerie, etc., c'est-à-dire que la féerie, elle est créée, moi, ce qui m'intéresse, c'est le passage, au fond, du collectif à l'intime, et comment on passe de l'un à l'autre, comment on revient de l'un à l'autre tout le temps, etc., à quel moment ça se situe, etc. Et l'autre truc, c'est la question, moi je ne veux pas choisir entre le collectif et l'intime, parce qu'en fait le collectif et l'intime, on dit au fond le collectif c'est plus proche du documentaire, et l'intime c'est plus proche de la fiction. Moi je trouve que cette césure est complètement nulle et inopérante sur plein de films, heureusement. Et l'autre différence, c'est réalisme ou fantaisie, ou fantasque, pour moi, c'est comment on passe de l'un à l'autre. Par exemple, ce qui m'a fasciné quand j'ai revu là, les images, c'est le fait que les plans où on voit la poussière ne sont pas du tout truqués numériquement. C'est ce qu'on a filmé. Mais on a filmé en fait parce qu'on a découvert un truc avec Jeanne Limpory, ma directrice de la photo, qui était un truc que j'avais écrit. C'est-à-dire qu'il y a une scène où j'avais écrit et le projecteur découvre la poussière qui est entre les gens et la poussière, en s'en rapprochant, on voit le virus, machin, etc. Là, on l'écrit sur le scénario, mais après, pour le faire... Bon. Et en fait, on s'est aperçu, c'est comme si la réalité nous donnait raison, justement, dans sa féerie. C'est-à-dire que nous, on avait prévu plein de trucs, de la fumée, des machins, etc. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est aperçu que quand on allumait un projecteur dans une boîte, il y avait de la poussière qui ressemblait à des trucs brillants, à des espèces de trucs miraculeux, etc. Et en fait, on a... cette scène-là, je l'avais loupée une première fois, donc on l'a refaite, notamment parce que je trouvais qu'Arnaud dansait pas assez, qu'il n'était pas assez perdu, donc on l'a refaite et on a profité pour refaire ces plans. Mais en fait, on mettait, parce que moi, je voulais que ce soit comme un truc de deuil, c'est-à-dire que la mort de Sean le coupe totalement des autres. C'est-à-dire que lui, il est quand même à l'hôpital avec Sean, pour moi, dans sa tête. Et donc, je voulais qu'il y ait un truc qui se... Il y avait une exposition de Jacques Derrida au Louvre qui s'appelait Autoportrait et autres ruines, où il parlait des larmes comme d'un rideau qui voile, qui voile les yeux pour empêcher d'affronter la réalité. Et je trouve, c'était un peu ça que je voulais, au fond. C'est-à-dire que ce truc qui apparaît, qui fait que les gens deviennent flous, voilà, ça déréalise, en fait, ce truc-là. Et moi, je pense que ce qui est beau dans le cinéma, c'est cette espèce de métamorphose-là, de voir comment, dans le réel, d'un seul coup, la féerie, même dans des moments très cruels, très violents, etc., la féerie surgit comme ça, etc. Et je crois beaucoup à ça, même dans la réalité. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment ça... Et je ne choisirai pas mon camp entre
entre le réalisme. Moi, pendant très longtemps, on m'a dit sur 120, bon ben c'est naturaliste, etc. Ce qui est pour moi aberrant, parce que ce qui est naturaliste, c'est la manière dont les gens jouent, mais le naturalisme, c'est un artifice comme un autre. C'est pas une réalité. Le naturalisme, le fait de jouer naturel ou distancié, ce sont des différentes versions, mais il n'y a pas une version qui serait originelle ou qui serait primordiale. Et qu'en fait, c'est des. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de changer de régime, de dialogue, de manière de parler, etc. Et dans 120 battements par minute, il y a des moments où ça devient très écrit. C'est pas droit. Et pour moi, c'est comment les changements de mode, comme on a en musique, se changer de mode en musique, de tonalité, ça a toujours fabriqué des choses. Quand on prend Richard Strauss, il y a des opéras où la tonalité change tout le temps, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est perdu, que ça crée une espèce d'effet de tourbillon comme ça, de vertige que moi j'adore et qui pour moi ressemble beaucoup à la réalité, c'est-à-dire de se dire moi je ne suis pas la même personne ici ce soir que je n'étais quand j'étais dans le métro avant, j'étais dans un autre mode. Et pour moi, c'est ça. Le cinéma doit rendre compte de ce truc-là. Et la question justement du collectif ou de l'intime, etc., pour moi, c'est que des modes, mais qui ne cessent de se métamorphoser, de se transformer. Voilà. Bon, je me tais. Ben non, pourquoi tu te tairais? Alors, donc, vous aurez compris que Romain Capillo est un ami des fées, des anges, et aussi des revenants. Alors, voilà, il a commencé comme ça, qu'un film qui s'appelle Les Revenants. J'ai choisi une non, je te laisse le plaisir de découvrir ce que j'ai choisi, parce que je t'ai rien dit. On va regarder donc, s'il vous plaît. J'ai très peur. Hein. Non, bah, tu peux. On va regarder un extrait des Revenants, s'il vous plaît. Tu es magnifique dans cette robe. Tu dis ça comme si c'était la première fois que je la portais. Tu viens t'asseoir? Du champagne. Tu attends ton tour, Félix. Oui, t'es gentil. Tiens, je t'ai servi une toute petite part. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas d'appétit le soir, tu le sais. Ne force pas si tu n'en veux pas. Remarque, elle a pas mal mangé à midi. Je crois qu'elle a vraiment pas faim, là. Martha. Elle n'a pas cessé de marcher comme ça depuis ce matin. Je l'ai surveillée par la fenêtre. J'ai juste vérifié que le portail était bien fermé. Je voulais pas la retrouver au milieu de la route. C'est dangereux quand même. Je vais me promener un peu avec elle. Martha. Tu ne veux pas rester un peu avec nous? Ils sont venus pour toi. Ils ont envie de te voir, de te parler. Tu ne veux pas qu'on parte en vacances? Ça fait si longtemps. Ça peut attendre, tu ne crois pas? Il faut que tu te reposes d'abord.
Mais je ne suis pas fatiguée. T'as encore grandi, toi. Comment c'était, grand-mère? Quand t'étais morte, c'était comment? Julie, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est à cause de ton travail De quoi parles-tu? qu'on ne peut pas partir en vacances. Mais non, pas du tout. C'est dommage. C'est spécial. Ah oui, c'est spécial. Donc le film, c'est ton premier film, ça s'appelle Les Revenants. Est-ce que c'était un peu en coïncidence avec... Est-ce que toi, tu avais le sentiment, pas d'être un revenant, mais vous aurez enfin, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est des morts qui reviennent. D'où le titre, Les Revenants. C'est très simple, hein. Enfin, si on peut dire. Que tu étais un rescapé ou une sorte de rescapé avec tout ce qui se passait avec l'épidémie du sida et que toi-même, tu t'étais un petit peu mort-vivant sur les bords, quoi. Ben, c'est-à-dire que c'est marrant parce que quand j'ai fait le film, les gens me disaient mais les vivants ont l'air aussi morts que les morts. Et je disais mais effectivement les morts entraînent les vivants dans leur mort, quoi. Enfin, c'est vraiment oui, enfin c'était lié en fait, c'est lié, c'est marrant, c'est lié à 120 battements par minute parce que dans 120 battements par minute, Nathan à un moment raconte la mort de son premier petit copain, enfin pas la mort justement, le fait que son premier petit copain est allé à l'hôpital, que son père a refusé qu'il puisse aller le voir, et qu'en fait, il ne savait pas s'il était mort ou vivant. Et qu'il y avait donc Pour moi, c'était ce double truc. C'était de mon premier petit copain pendant très longtemps. Je n'ai su qu'il était mort que, je crois, 3 ans avant de faire 120 battements par minute. Et d'ailleurs, quand j'ai fait 120 battements par minute... comme dans 120 battements par minute, j'ai cité le nom du garçon. Au début du film, on annonce la mort d'un garçon et en fait, j'ai mis le nom de mon copain et une photo de mon copain. Et en fait, il y a un médecin de Marseille qui m'a dit « Ah, mais j'ai été son médecin sur les derniers mois de sa vie, etc. » Et donc, quand je suis allé à Marseille présenter le film, il m'a présenté son dossier médical. Et donc, ça a été la clé pour savoir comment il était mort, etc. Donc, lui m'a raconté comment il était mort. Et moi, avant ça, j'étais dans une espèce... Il y a plein de choses qui étaient comme des faux jours, c'est-à-dire l'impression que des gens étaient morts. Je ne savais pas s'ils étaient morts ou vivants. Et je pensais pas seulement à mon copain, mais je pensais à d'autres personnes que j'avais connues, toxicos, etc., qui avaient fait plusieurs séjours à l'hôpital, parce qu'on entendait les nouvelles comme ça, de loin en loin, tout ça, etc. Et donc, pour moi, ça créait ce sentiment. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était aussi... Cette indécision, elle nous tombait dessus. Moi, j'avais l'impression de... C'est pour ça que je n'arrivais pas à faire du cinéma. Je n'étais pas revenu dans le monde des vivants, vraiment. Et même si je prenais du plaisir dans la vie, il n'y avait pas de souci, mais j'étais quand même dans une espèce d'absence, d'impossibilité d'être totalement dans la présence du monde à ce moment-là. Et puis, il y avait aussi ce truc... Le film raconte un peu ça, c'est sur la question... Il y avait ce truc pendant... Quand les trithérapies sont arrivées, il y avait des gens qui avaient été sous traitement depuis des années, avec quand même des maladies opportunistes, beaucoup de fatigue, puisque la CT fatiguait énormément parce qu'on s'était aussi à haute dose, etc. Et ces gens-là, en fait, quand la trithérapie est arrivée, on leur a dit « Bon, mais maintenant, il faut retourner au travail ». Et que, en fait, le problème, c'est que la maladie les avait totalement transformés, et que donc retrouver le travail qu'ils faisaient avant leur paraissait complètement absurde, et que je m'étais dit, mais
quand on remet les malades au travail, on remet les morts au travail. Enfin, il y avait cette idée aussi de réinsertion des morts, de réinsertion dans le monde du travail, etc., que je trouvais assez intéressante. Il y avait les réinsertions dans les familles, où effectivement on a l'impression que c'est la Corée du Nord et la Corée du Sud, enfin, qu'on réunit comme ça des gens qui ne se comprennent pas complètement. Et c'est vrai que ça m'intéressait, voilà, de travailler sur ces choses-là. Mais c'est vrai que le film, il est empreint, peut-être un peu trop d'ailleurs, de cette survie, de cette impression. Une survie, c'est pas une vie, c'est pas plus qu'une vie, c'est moins qu'une vie. C'est une existence à moitié, quoi. Moi, je suis content d'être sorti de ce truc-là. Vraiment, parce qu'il m'a fallu vraiment longtemps pour ne serait-ce qu'accepter que je n'allais pas mourir de cette maladie, que c'est des trucs complètement absurdes, hein, mais c'est quand même comme ça que je l'ai vécu. Et donc ce film, il est empreint de cette impression de... Le film se tourne en été, mais il y a une espèce de gel qui font sur les personnes, etc. Et puis c'est quand même une époque où il n'y avait pas beaucoup de films de genre qui se faisaient en France. Hein. C'était vraiment... moi, je me souviens quand les acteurs commençaient à jouer les scènes... alors Catherine Samy, c'est une très grande actrice qui était au théâtre français, etc. Donc elle, comme elle a joué 30 Shakespeare, machin, etc., raconter que les morts reviennent, elle trouvait ça tout à fait banal. Mais les autres acteurs, quand je leur faisais dire le texte, il y en avait qui riaient. Parce qu'ils n'y croyaient pas, ils se disaient, mais... on voyait bien qu'en France, on n'était pas habitué à aller trop loin dans la fiction. C'est marrant que tu parles en France, tu dis enfant, en regardant pour la nombreuses fois cet extrait, j'avais jamais vu Les Revenants. Oui. J'ai fini par le trouver, c'est pas simple. Donc je l'ai pas vu au cinéma, hélas. Et en regardant la scène, et je pensais à Catherine Samy et ce que tu viens de dire, je la trouve hollywoodienne, c'est-à-dire son petit chignon serré m'a fait penser à Kim Novak dans Vertigo, qui est aussi une histoire de double et de fantôme. Et j'ai trouvé qu'il y avait cette... C'est vachement beau quand il y a de l'inconscient des images. Ah, peut-être que tu n'as pas pensé à l'époque, ou je ne sais pas quoi, ou que tu y as pensé. Mais je trouve que c'est formidable, comme d'un seul coup, il y a des passerelles comme ça... cinématographique, imaginaire, onirique entre les films. Là, je viens de le découvrir à l'instant en faisant gaffe au petit chignon de Catherine Samy. Mais ce qui est très beau, je trouve, dans cet extrait, et tout le film est super, c'est que ce soit une petite fille qui lui ose lui poser la question que personne n'ose lui poser. C'était comment quand tu étais morte, quoi. Donc, qui est une question d'enfant. Qui est quand même posée par la fille de Laurent Cantet. Hein. C'est Marie Cantet qui joue la petite fille. Ah oui, mais plusieurs fois, Laurent, il a mis ses enfants dans ses films. Ah bon, c'est la fille de Laurent ? C'est la fille de Laurent, oui. Bon, qui est une grande fille maintenant, qui est directrice de casting. Oui, voilà. Mais je voulais que vous voyiez cet extrait, parce que je pense que c'est peut-être pas le film qui a été le plus vu de toi, d'autant qu'il a eu des suites, si l'on peut dire, avec une série. Voilà, donc c'est devenu autre chose. Et les gens, quand on dit Les Revenants, ils citent jamais le film de Robin, ils citent... le feuilleton, la série, je sais pas quoi. Bon, le réalisateur de la série m'a toujours cité. Hein. Oui, ça il faut quand même être honnête, c'est vraiment. Oui. Mais je crois que c'est un peu le seul. Oui. Lui a toujours mis un point d'honneur quand même. Mais c'est marrant ce qui s'est passé, qu'on en pense du bien ou du mal, c'est pas la question. La suite dans cette série, c'est que eux, ils ont raté un truc. C'est justement ce que tu disais, que le réalisme est toujours malin et plus malin que nous et plus surprenant que nous, alors que c'est beaucoup plus carré. Enfin, moi, je n'en pense pas du bien de la série, mais c'est beaucoup plus carré. Enfin, mais c'est bien, hein, ça va, c'est pas non plus une abomination. Enfin, quoique, par moment. Bon, alors, je voulais savoir comment tu as... Enfin, physiquement, tu as été dans quelle ville pour faire ce film ? Tu as dit que tu avais voulu créer une ambiance un peu polaire et hivernale. Effectivement, le film est estival. On voit qu'il y a vous avez vu des feuilles dans les arbres, il y a des fleurs dans les parterres. Où est-ce que tu as tourné et comment tu as pris cette décision que ça serait un peu, non pas au congélateur, mais au refroidisseur ? C'est tourné à Tours. Parce que je voulais une petite ville avec une rue principale, puisque il y a vraiment la scène où Tu vas fâcher les habitants de Tours, une petite ville Tours. Non, mais pas une petite ville, enfin, une ville avec un axe, quoi. Un axe, comme ça, un centre très défini, etc. Et c'est vrai que
Alors, quand on a tourné, il s'est passé un truc très, très étrange. Moi, alors, j'étais dans un état, j'étais très angoissé, c'était mon premier film. Mais on a tourné, c'était l'année de la canicule. Et donc, on a tourné le premier jour de canicule dans la ville la plus chaude de France, avec 150 figurants qui avaient tous plus de 65 ans. Donc, en fait, on les faisait sortir d'un cimetière. Donc, on avait réussi à avoir les pompiers pour arroser tout le monde. Donc, on donnait à boire beaucoup, etc. Et on avait des membres de la Croix-Rouge. Enfin, c'était terrifiant. Donc, on arrosait les gens comme ça. Et il y avait des personnes qui se cachaient derrière les tombes parce qu'elles en avaient marre de sortir du cimetière, de faire le mouvement. Et donc, on leur a dit, mais vous n'êtes pas obligé si vous n'avez plus envie, vous arrêtez. On ne va pas vous forcer à sortir du cimetière. Parce qu'évidemment, et c'était une chaleur épouvantable. Et on a tourné. Donc, en fait, tout ça a créé une espèce de torpeur. Parce que le film est beaucoup sur le film, c'est vraiment sur le moment de la perte. C'est-à-dire que les morts... Moi, j'étais obsédé. C'est pour ça que tout est lié par une phrase de Duras que m'avait dit... C'est un degré... Pour moi, la réalité est un poème, vraiment. C'est-à-dire que le dernier garçon avec qui j'ai couché avant l'épidémie, qui est mort malheureusement aussi, et le matin, il m'avait lu une phrase de Duras, qui est dans le genre gay, on est à un bon niveau, et il m'avait lu une phrase de Duras qui était... Après votre départ, votre absence est survenue. Et les revenants, c'est sur cette phrase-là. C'est-à-dire que la mort, c'est le retour de quelqu'un d'autre. C'est le retour de la même personne dans un autre état. Et moi, je sais que mon premier copain, il trottait dans ma tête, qu'il marchait, que je le voyais marcher, et que donc, en fait, le film est parti de toute cette impression-là de comment on vit avec les morts, de comment ils continuent de vivre et dans leur étrangeté, et ce qu'ils produisent d'étrange sur nous. Leur emprise, leur envoûtement. C'est comme si le domaine l'empire de la mort s'exerçait sur nous aussi. Et que le film est sur cette notion-là. Voilà. Et c'est vrai que c'est un film qui est assez glacial. Je me souviens justement que dans l'IB, il y avait un critique qui avait dit que ça manquait un peu de changement de rythme, et je suis absolument d'accord avec ça, que le film est quand même très dans le même moule, comme ça, le même mood, etc., et que c'était une question qui est devenue très importante pour moi, et tous mes films, par la suite, je les ai faits avec des changements de rythme très, très forts, parce que je me suis dit, c'est vrai que de temps en temps, c'est bien quand même de réveiller le spectateur, pour qu'il suive le film, ne serait-ce que ça. Et voilà, donc c'est vraiment sur cette impression de mort. Mais le film, j'ai l'impression que c'est parce que j'essayais de me secouer, d'évacuer cette emprise de la mort. Et mon film suivant, Eastern Boys, il est vraiment fait contre ce film-là. Il est vraiment, c'est un film sur la question de qu'est-ce que c'est la mise en scène, parce que là, tu citais, je sais plus quel film, là, Vertigo, mais je pensais beaucoup à René aussi, à Muriel de René. Le plan où elle se retourne vers la forêt, c'est un plan de Muriel, et la statue, évidemment, tout ça, c'est très, très proche de René. Donc voilà, je m'étais vraiment inspiré de ça beaucoup, quoi. Voilà. Alors, mais c'est vrai, enfin c'est vrai ce que tu dis, oui, évidemment, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est un film où il y a pour moi, il n'y a pas de besoin de rupture de rythme, comme on l'a reproché dans un article dans Libération, puisque ce n'est qu'une déambulation. Ils marchent tout le temps, ces morts. Ils ne tiennent pas en place. Alors, espérons que quand on sera mort, on ne tiendra pas en place, comme ça, se balader, surtout la nuit. Alors, tu dis que donc, Eastern Boy va être en partie fait et monté et tourné contre ce film. Je propose tout de suite que tu parlais de mise en scène du réel. Vous allez voir. Alors, dans le genre mise en scène du réel, vous allez être servi. On va donc regarder un extrait de Eastern Boy, s'il vous plaît.
Другая парочка, да? Давай. Ну, смотри, черный. Ладно, интересно. Как мне идет? Шмотка твоя. Ты что делаешь? Зачем ты это делаешь-то? Ты что наделал? Alors voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, ce n'est pas une scène dans une boîte de nuit de jour, c'est une scène de cambriolage. Les jeunes gens que vous avez vus qui dansent, ils dansent à voler, presque en volant aussi, parce que c'est bon. Et je trouve que ça crée chez le spectateur un état de sidération comparable à celui de l'acteur, qui est donc le propriétaire de l'appartement et qui s'est fait piéger par un jeune homme qui racolait Gare du Nord, hein, c'est pas Gare de l'Est, hein, Gare du Nord. Et puis voilà, il s'est fait avoir, il est un peu couillon aussi, il aurait dû se méfier. Moi, je me méfie hein, aussi. On ne me fera pas le coup d'Eastern Boy, quoique. Mais ce que je trouve très beau, c'est le quoique, et pas une manière de parler, c'est qu'on sent cette scène un désir du personnage principal, qui est physiquement beaucoup plus âgé que les jeunes gens qui sont en train de piller son appartement, d'être pillé et d'être volé, ouais. Voilà, démuni. Ouais, dénudé aussi. C'est là-dessus dont je parlais. Ce qui se passe dans le film, c'est après Les Revenants, mon projet de mise en scène, qui est mis en fait en fiction. C'est-à-dire que plutôt que d'être comme dans Les Revenants, de considérer que la mise en scène, c'est de la maîtrise, du contrôle. C'est-à-dire comme les films ont été faits pendant le sommet de ça, c'est Hitchcock. Et c'est évident, et que donc autant Les Revenants était un film très cadré, très travaillé, je savais exactement ce que je voulais faire, etc. Là, c'est un homme qui décide, on le voit dans une espèce de documentaire sur la prostitution à la Gare du Nord, et puis il va choisir quelqu'un, comme beaucoup de clients de prostituées, enfin en tout cas, il a l'impression qu'il vit une histoire d'amour. C'est une espèce de fantaisie cruelle et un peu, évidemment, on dirait toxique aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il fait venir ce jeune homme chez lui. Et en fait, il se met en danger lui-même. À un moment, je voulais que le film s'appelle « À mes risques et périls », qui est une expression que j'adore parce que c'est dans les guides gays internationaux. Il y a ayor, c'est-à-dire quand vous allez, on dit vous pouvez les draguer dans tel parc, etc. Il y a marqué ayor, at your own risk, à vos risques et périls. Attention, ça nous date un peu parce que ces guides n'existent plus du tout. Oui, hein, oui, maintenant ça s'appelle la vie. La vie, voilà, c'est ça. Ça nous appelle. Et c'est vrai que en fait, moi, d'un seul coup, j'ai décidé que le cinéma, c'est pas un truc que je contrôlais, c'est je faisais venir des gens chez moi, donc dans un scénario, le film est tourné chez moi. Vraiment, c'est mon appartement. Et ces gens que je ne comprends pas devaient me déposséder de ce que je savais, de ce que je maîtrisais, pour dénuder le projet. Et que, donc, en fait, pour moi, je suis complètement dans la peau du personnage, qui est à la fois... qui, en fait, s'aperçoit que ces gens sont menaçants, etc., et qu'en même temps, il décide, plutôt que de faire un cambriolage banal, de faire une fête où il cambriole. Et lui, il décide de faire un choix. Il fait le choix de participer à cette fête. Donc, d'ailleurs, cette partie s'appelle « La fête dont je suis l'otage ». Et c'est vrai que ça me plaisait le fait qu'à la fois, c'est comme si c'était notamment le méchant de la bande, que moi j'adore,
qui s'appelle Boss, qui est joué par dans ses Kirill Vorobiev, et lui, c'est je sais plus. Et donc c'est comme du homestaging, c'est-à-dire c'est comme si c'était un coach. Il apprend à l'autre que c'est quand on abandonne tout, et quand l'autre voit même ses photos personnelles tomber par terre, c'est comme si on lui disait de plus s'intéresser à son passé, et quand il voit le miroir passer, il se reconnaît plus, il se voit en double, etc. Et que donc, en fait, ça le projette, c'est toujours cette histoire de métamorphose. Et quand il se réveille dans un appartement nu où il n'y a plus rien, et avec l'idée qu'il faut reconstruire sa vie, que peut-être qu'en fait, toute sa vie est un mensonge, et que donc, en fait, cette chose menaçante était aussi comme une promesse. Et tout le film joue sur cette question des contraires qui se contrarient, enfin qui sont toujours là en même temps, quoi. Et notamment, enfin bon, et toute cette scène s'est construite effectivement sur cette question de le public découvre que c'est un cambriolage au fur et à mesure, le rapport avec le jeune homme qu'il était allé chercher à la gare. Dont on sent qu'il a peut-être un regret d'avoir piégé l'autre aussi. Enfin, tout ça, ça me paraissait très beau de parler de tous ces sentiments, comment dire, contradictoires, paradoxaux. Parce que, par exemple, moi, il y a des gens qui me disaient « mais c'est cruel, ce piège que tendent ces jeunes hommes ». Non, c'est pas cruel, c'est des jeunes hommes de l'Est qui font semblant de se prostituer, et ça existe dans la réalité. Et en fait, c'est assez malin. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de se prostituer, ils tendent un piège et ils dérobent des choses, c'est effectivement quelque chose. Et que tout ça m'intéresse, de raconter ces trucs-là. Et ce qui me plaisait, c'était cette question, effectivement, au fond, quand tu parles de Vertigo, c'est aussi un peu Vertigo, ce truc-là. C'est-à-dire parce que le jeune homme revient après, ils ont une vie en commun, etc. Ils essayent de... Mais en même temps, lui découvre que la question de la prostitution, moi, je suis pour qu'il y ait des droits pour les travailleuses et les travailleurs du sexe, vraiment. Mais il faut toujours se dire, dans le film, lui découvre le passé du jeune homme. Et c'est un truc dont il ne veut pas entendre parler, parce que ça rend les choses beaucoup plus compliquées que juste je te paye, on couche ensemble, etc. On ne veut pas savoir le passé, le background des travailleuses du sexe, des travailleurs du sexe, parce que c'est... Et donc voilà, c'était ce truc-là, et comment lui-même décide de changer de vie à partir de cet événement-là. Et pour moi, c'était comme une manière de retravailler le rapport du réalisateur au cinéma, c'est-à-dire d'être comment dire, quel est le mot qu'a utilisé Bérou sur la question du fait qu'on était envahi, enfin la question des... En fait, voilà. Submergé. Je pense qu'il faut être submergé, moi. Je pense qu'il faut vraiment être envahi. Il faut être envahi par les autres. Il ne faut surtout pas le côté rester entre nous, tout ça, etc. Moi, je pense que c'est mortifère, mais à un point... Et le film raconte ce truc-là, où on a le droit de penser que les jeunes hommes de l'Est sont dangereux, mais menaçants. Mais quelle est la menace? Et tout le film joue sur la question du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un pouvoir qu'ils utilisent. Il y a deux armes dégueulasses qui sont utilisées dans le film. Il y a ces jeunes hommes, parce qu'ils font venir un gamin au départ. Et donc, il y a la question il peut être accusé de pédophilie. Donc, ils utilisent le droit pour dire, voilà, et lui, à la fin, il utilise les forces de l'ordre, parce qu'il appelle les forces de l'ordre pour qu'ils arrêtent tout le monde et qu'ils puissent sauver le garçon qu'il a sélectionné parmi ce groupe. Et que donc le film, il est axé sur ces deux trucs-là, c'est-à-dire ces questions, morales. Moi, j'ai pas peur du mot sur la question. Et à un moment où la raison ne peut pas décider exactement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est très compliqué justement de trancher. Et pour moi, un des objets du cinéma, c'est pour ça que j'aime la question des métamorphoses, c'est de voir que toutes les choses sont un peu hantées par leur contraire, sont hantées par d'autres choses, et que le cinéma doit rendre compte de ces métamorphoses-là. Pour la richesse, c'est quand même se rendre compte justement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas décider, qui sont de l'ordre
de l'indécidable, voilà. Et pour moi, le film est parti sur cette idée-là, que donc, au fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, que je ne savais pas où j'allais. Mais écrire un scénario, c'est quand même écrire comme un piège, justement, qui va essayer de piéger un peu de vérité si on arrive à le mettre en scène comme il faut. Moi, je sais que le scénario m'apprend pas grand-chose. C'est vraiment quand je commence à travailler avec les acteurs, que je commence à voir les lieux, que je comprends comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. Et juste, le scénario m'a permis d'être dans la meilleure perspective pour ouvrir des portes à l'extérieur, aux autres, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je prends beaucoup d'acteurs étrangers. Enfin, il y a souvent, parmi les personnages principaux, on a vu Nahuel Pérez-Biscayar, qui est argentin. Là, il y a tous ces garçons russes, dont 2 acteurs formidables. Voilà, parce que c'est se confronter aussi aux étrangers. L'acteur principal, le jeune, il est arrivé chez moi. C'était un rendez-vous pour parler. Et il arrive chez moi, j'ouvre la porte et on est très, très content. Puis on avait juste oublié un truc, c'est qu'il ne parle ni français ni anglais, que moi je ne parle pas russe, et qu'on était là à se sourire et qu'on a fini sur Internet avec Google Traduction à se dire des trucs dans le genre je suis très admiratif de votre travail. Ça prenait un quart d'heure pour le taper. C'était vraiment pathétique. Après, évidemment, on avait quelqu'un qui traduisait. Mais c'est vrai que là, je me suis retrouvé dans la situation où je me dis, et ce qui m'intéressait, c'est de filmer, par exemple, une scène de repas entre eux, où justement, c'est quoi la parole, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, etc. Et que donc, en fait, ça a donné des dialogues foireux, enfin, une espèce de communication foireuse, et que la question de cet embarras-là, de ne pas maîtriser la personne qui est en face, de ne pas la comprendre, d'essayer de la comprendre, etc., pour moi, c'est un objet de cinéma pur, quoi. Dans cette scène, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent le cinéma est dans les détails comme le diable. Il y a tous ces jeunes gens, il y a ton regard, il y a le regard de l'acteur principal, le regard des jeunes gens sur lui, et il y a un type qui tient une petite caméra et qui filme. Ouais. Bon, ça n'épilongo pas, ouais. Mais ça, je trouve que ça illustre très très bien la complexité et la polysémie, pour employer un mot utile, parce qu'il dit bien ce qu'il veut dire, dont tu parlais. Alors maintenant, on va passer, comme on passe les plats, pour l'instant, on mange très bien, je trouve. Et on va arriver donc à ton dernier film qui est sorti, qui est L'Île Rouge. Voilà, quand je vois arriver ce film, je dis ouf, c'est pas 120 battements 2, heureusement. Heureusement, parce que ça n'a aucun sens, même si sûrement on a dû te suggérer qu'il fallait faire une suite à 120 battements, parce que heureusement le film a eu un beau succès. Et je vois, souvenirs d'enfance, autobiographie. Et j'ai fait aïe, 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 franchement. Et puis au bout de 5 minutes de film, le aïe, aïe, aïe a disparu au profit de ça, dont on va regarder un extrait ensemble. Merci. Te voilà prise au piège, petite peste. Cette fois, tu ne parviendras pas à ruiner mes plans. Est-ce que vous pouvez être naïf, mon cher furet? Il est déjà trop tard. La police va arriver d'une minute à l'autre. Oh, je ne la supporte plus. Bulldozer, écrase-moi cette punaise. Vous n'êtes pas passé loin. Essayez encore. Désolé, patron. Fais donc attention, imbécile, attrape-les. Mais qu'est-ce que tu fais par terre, espèce d'idiot? Bats-toi! C'est vrai, relève-toi, gros plein de sous. Prince d'Alpaga, je ne vous avais pas vu venir. C'est ce qu'on appelle l'élégance. Qu'est-ce qu'on fait d'elle maintenant, patron? Je l'étranglerai bien, moi. L'idée est séduisante, mon brave Bulldozer, mais j'ai d'autres projets pour cette petite effrontée. On va lui faire prendre un bon bain. Très bonne idée, mais par pitié, pas moins de 30 degrés. Je suis un peu frileuse. Comment cette pauvre enfant peut plaisanter alors qu'elle n'a plus que quelques minutes à vivre? C'est une ouïe. Mon débarras.
il faut préciser que c'est le début du film. Oui. Donc là, quand j'ai eu la crainte, enfin, je sais pas, vous aussi ou peut-être, j'ai horreur qu'on me raconte sa vie, quoi. Oui. Ouais. C'est souvent très ennuyeux et pas très intéressant. Enfin, pour moi, c'est un mur d'antigénérosité, d'accabler les gens avec ses souvenirs, etc. Alors là, d'un seul coup, le harpon qui s'est planté dans mon cœur, c'est Fantomette. Quand j'étais petite, quand j'étais gamin, tu étais un peu identifié. Ah bah mort. Là, c'était bon. Il y avait Fantomette, puis le Club des 5. J'ai découvert plus tard que le Club des 5 était totalement réac. Enfin, c'est vraiment. Oui, mais c'est intéressant quand tu es un enfant de 10 ans, je crois. Peut-être j'ai lu. J'aurais pas ça lu. Je n'ai pas pigé que c'était vraiment très très réactionnaire, raciste, etc. Le Club des 5, mais pas Fantomette. Donc d'un seul coup, je fais connaissance avec Fantomette, et vous l'avez vu, c'est un glissement progressif du regard. Par la bande-son, donc c'est le Iron Butterfly, le nom du groupe, Inagata Davida, il fallait aller le chercher, celui-là, fin des années 60. Hein. Et puis d'un seul coup, on est le rouge émis, le rouge du film, la terre rouge, la latérite de Madagascar. On va d'une machine à laver, qui est une boîte qui tourne, à une boîte qui ne tourne pas, dans laquelle un enfant lit Fantomette. Et je trouve que dans le genre plein pied, j'étais quand même bluffé, quoi. Alors, par ailleurs, tu as vécu à Madagascar dans une base militaire avec ton père qui était militaire français sur. C'est une base d'aviation, hein, c'est ça, non? Oui, c'était une base voilà. Aérienne. Ouais. Alors, ça aussi, ça a été. Est-ce que c'était une manière de non pas d'écarter, mais de passer à autre chose après 120 battements? Le film, c'est L'île rouge, hein, bien sûr. C'était, encore une fois, quand je dis, c'est pour ça que la question de l'autobiographie, moi, c'est une fiction. En fait, c'est comme 120 battements par minute, d'une certaine manière. Tous les détails sont vrais. Tout est vrai. La boîte, Fantomette, enfin, mes lectures de Fantomette, la boîte que j'avais dans laquelle, etc. Tout est vrai, mais rien. C'est une fiction, quoi. C'est vraiment quelque chose de. Moi, je me souviens que sur 120 battements par minute, les gens me disaient oui, mais le président, c'est pas vrai, il ressemblait pas à ça, etc. Mais je m'en fous. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ce qui m'intéressait dans 120 battements par minute, c'était l'affrontement entre le président et Sean. C'est-à-dire le côté, pour moi, c'était la vision, c'était Moïse et Aaron. C'est-à-dire, Sean est pénétré par l'idée de la maladie à un point, il l'incarne tellement que ça le rend fou, même politiquement, et l'autre est plus dans la maîtrise et dans l'idée de la communication. Et comment ces deux-là s'affrontent. Si on ne fait pas des films avec ces contrariétés-là, ces affrontements, il n'y a pas de corps, quoi, au film, il n'y a pas de colonne vertébrale. Et là, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'une part la question de rejouer la cruauté du paradis colonial, et de la nostalgie, la cruauté de la nostalgie, et de la faire coïncider avec ma lecture de Fantomette, un petit peu comme Pérec dans W avait fait jouer ses écrits d'enfance par rapport à la situation qu'il vivait de la déportation, etc. Enfin, toutes ces choses-là, et que le fait que ce soit en même temps à côté, et qu'en même temps ça rentre en résonance avec le reste du film, et je peux expliquer pourquoi, ça m'intéressait énormément. Parce que je me dis, mais pourquoi j'avais cet attachement à Fantomette, et pourquoi là-bas? Puisque tout est vrai, ma mère m'a fait un costume de Fantomette, je suis sorti sur la base habillé en Fantomette, j'ai retrouvé ma copine qu'on ne voit pas, qui était une copine vietnamienne qui s'appelait Nicole, que j'ai revue depuis, après 50 ans, elle m'a dit qu'elle n'était pas contente que je ne lui ai pas prêté mon costume de Fantomette. Enfin, on est à un niveau. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était à la fois ce truc-là, c'est-à-dire ce regard, rejouer le bonheur colonial avec mise à distance les Malgaches, et comment, d'un seul coup, au bout d'un moment, toujours cette question de la métamorphose, comment on passe du point de vue des Malgaches et des Malagasy. Comment, d'un seul coup, le film se met à parler malagaze, etc. Comme dans Eastern Boys, on parlait russe au bout d'un moment, puisqu'on traduisait d'un seul coup les sous-titres, et que donc on incarnait plus les gens qu'on considérait comme les étrangers. Et là c'était ce double objectif-là. Et ce qui m'intéressait avec Fantomette, c'est que ça mettait déjà dans l'imaginaire d'un enfant qui imagine la France, qu'il ne connaît pas très bien,
Et ça m'a intéressé parce que ça a été un travail énorme sur la question de... Je comptais tourner Fantomètre avec des décors réels. Mais rien ne ressemble à ça. C'est une ville tellement imaginaire, cette petite ville avec les petits commerçants, machin, etc. Et je ne sais pas si ça a vraiment réellement existé, en fait. Enfin, voilà. Et que donc, d'un seul coup, je me suis dit, oh ben, on va faire avec des maquettes. Et on a fait, donc, les gens se baladaient, on les insérait sur des maquettes, etc. C'était fait en 3D, quoi. Enfin, voilà. Et après, quand je tournais à Madagascar, c'est-à-dire c'était la fin du tournage, et après on revenait à Paris pour tourner en France pour tourner Fantomètre, je me suis dit, les adultes doivent avoir des masques, comme dans Babar, ces séries ORTF où les gens surjouaient, avaient des masques, etc. Pour qu'on se dise aussi, les adultes qu'on voit dans le film ont des masques. Et que je trouvais intéressant la question du double masque, c'est-à-dire de la gamine qui a un masque, mais on voit que c'est un être humain avec un masque, et que les adultes d'en face ont des masques qui prennent tout leur visage. Et pour moi, quand on passe après dans la scène du repas qui commençait là, quand on voit un personnage qui souhaite la bienvenue à Madagascar à des nouveaux venus et qui surjoue, comme dans une opérette, le bonheur colonial, etc., pour moi, je vois le masque. C'est-à-dire que le film n'arrête pas d'être hanté. Pour moi, les deux dimensions du film, c'est-à-dire la dimension imaginaire de Fantomètre, et dans Fantomètre, que tu as vécu comme moi aussi, c'était cette idée. Moi, donc, je voyais la France, une France rêvée, etc. Donc, pour moi, l'exotisme était du côté de Fantomètre. Et l'autre truc, c'est que l'autre exotisme de Fantomètre, c'est effectivement l'absence de parents. C'est ne pas avoir de parents sans être orpheline. Parce qu'elle n'est pas considérée comme une orpheline. Elle n'a juste pas de parents, ce qui est complètement autre chose. Et cette question ça m'a interrogé sur ce que c'était la famille aussi. Et pour moi, la famille, c'est un des lieux les plus aléatoires socialement qui soit. On choisit absolument pas ses parents. C'est vraiment parce que tout le monde dit c'est le noyau central de la société, mais en réalité on choisit pas du tout ses parents. Enfin, donc on est bien obligé de s'entendre, hein, un minimum, et parfois on s'entend pas, hein, d'ailleurs, mais et que on oublie ça. Je veux dire, dans quel boulot on nous met face à des gens comme ça. Enfin, ça arrive aussi, mais c'est quand même un des trucs, voilà, où y a pas on choisit pas, quoi. Et ça m'intéressait parce que moi, le truc, c'est que j'ai vécu comment dire. Moi, je suis un enfant du colonialisme. Je suis né au Maroc, j'ai vécu en Algérie, j'ai vécu à Madagascar. J'ai fait toutes les anciennes colonies. Et c'est vrai que c'est, encore une fois, en faisant ce film, que j'ai compris comment fonctionnait, c'est-à-dire que ma vie est liée à la stratégie militaire de la France. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est quand on se dit, donc on est dans un pays de rêve quand on est enfant, etc., et qu'on n'imagine absolument pas que... Moi, je me suis aperçu, par exemple, que sur la base militaire, il y avait des anciens d'Algérie qui venaient, je ne sais plus comment s'appelle ce militaire, qui passait tout le temps à la télé dans les années 70, le colonel ou le général Bijard. Le général Bijard était venu sur la base quand j'y étais, comme un héros... Voilà, et c'était l'avion qu'on voit plus tard dans le film, c'est vraiment l'avion qu'on avait en Afrique du Nord, etc., ou qui servait en Afrique à aller amener la Légion étrangère ou les paras, etc. Et donc moi, j'avais envie de retravailler cette question du bonheur, c'est-à-dire, mais aussi, encore une fois, le contraire qui hante de l'inquiétude. C'est-à-dire à la fois de l'inquiétude sur la question de se demander qu'est-ce qu'on fait en réalité dans ce pays, donc le côté un petit peu apatride, un peu, etc. Et l'autre inquiétude, c'est le retour en France. Parce que nous, mon père était sous-officier, donc en fait, quand on vivait là-bas, on avait l'impression d'être des bourgeois. Dès qu'on savait que revenir en France, c'était revenir à notre classe sociale. Et ça n'a pas loupé, on s'est aperçu que c'était pas la même vie, quoi, que c'était vraiment... et c'est vrai que, par exemple, quand je suis allé retourner sur cette base et que j'ai vu cette base, j'ai pas tellement eu... Base où tu avais vécu. Oui, j'ai pas eu tellement la nostalgie ou me dire, oh là là, la maison de mes parents, machin, etc., tout ça. Je me suis dit, c'est chouette, les décors sont là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une scène, moi ça m'a fasciné quand même sur la question de l'emprise coloniale, il y a une scène dans une école
dans laquelle j'étais, où d'un côté, il y a la carte de France, et de l'autre côté, il y a la carte de Madagascar peinte en fresque, comme ça, avec les endroits où il y a des bananes, ou je ne sais quoi, etc. Ce genre de... Et moi, je suis arrivé là-bas, mais les fresques sont encore là, donc on n'a absolument pas retouché les décors, donc on n'avait plus qu'à filmer. Et pour moi, c'est pas, je me dis pas, c'est émouvant, etc. Je me dis juste, j'ai les décors que je voulais. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est le film, c'est ce que ça produit à la fin. C'est pas tellement de me dire, parce que l'émotion, elle vient d'autre chose après. Et effectivement, là, elle vient de ce truc où les gens sont. Pour moi, le film était vraiment sur l'Arcadie. Pour moi, en fait, l'Arcadie, c'est le pays imaginaire où la nourriture est en abondance, etc., tout ça, etc. Il y a un fameux tableau de Poussin, je ne sais plus, où c'est les bergers d'Arcadie, et ils tombent sur une tombe, d'ailleurs où il y a marqué « Moi aussi, j'ai vécu ici », et on imagine que c'est la mort qui dit, en fait... Et pour moi, le film est sur cette question-là, sur cette question de si on affleure le paradis, on est hanté par la mort, par la perte de ce paradis, etc., tout ça, et que donc... ce film-là, d'ailleurs, il y a une scène où il raconte la mort de 2 militaires qui se sont noyés dans un lac, et la mort était tout le temps là, quoi, parce qu'en fait, c'était un pays qu'on ne connaissait pas très bien. Donc, il y avait une femme qui était, je n'aime pas utiliser, mais qui était allée bronzer au bord d'un lac. Elle s'est fait tuer par un crocodile, puisque, comme c'est montré dans le film, nous, on s'achetait des crocodiles, et après, on les jetait dans le lac, sur lequel on faisait comment ça s'appelle, du ski nautique, ouais. Donc oui, non mais c'est tout le truc, tout l'enjeu de ce film, c'est aussi, et c'est là, quand on travaille sur le film, on s'aperçoit de ce qu'on touche. Et moi, là, ce que j'ai touché, c'était la question du passage à l'enfance, à la conscience. Le personnage principal, qui est un enfant, ne prend pas conscience du colonialisme. Il prend conscience d'une chose, d'un trouble, de quelque chose qui ne fonctionne pas dans le réel, quelque chose qui est des masques de comment fonctionne le réel. Et donc, en fait, le film raconte que lui, c'est évidemment un mineur par rapport à ses parents, mais Colette est une mineure par rapport à son mari. Elle est considérée comme telle. Et le mari le personnage de ta mère, ouais, enfin, de la mère dans le film. Pardon. Le personnage du père, c'est un mineur par rapport à la hiérarchie de l'armée. Et les militaires, qui étaient toujours des gens très jeunes, qui avaient sur ces bases, et qui ne restaient que 2 ans. Tout ça est une orchestration quand même de l'inconscience, de l'insouciance. C'est ça aussi qui fait le paradis. C'est ne pas comprendre le monde dans lequel on est. Et l'armée peut jouer sur ce truc-là, avec des gens qui ne posent pas de questions sur les missions qu'ils ont à accomplir, etc. Et les grands mineurs de cette histoire, c'est les Malgaches, c'est les Malagasy, qui, eux, pour le coup, n'avaient droit à rien et étaient, même si, comme je le montre, je ne triche pas dans le film, quand on allait à l'école, il y avait des enfants malagasy avec nous, etc. Il n'empêche, moi, j'ai jamais déjeuné avec des Malagasy, ça n'est jamais arrivé. J'avais un copain qui était malgache, mais on ne se voyait pas en dehors de l'école. C'était vraiment un truc très... Et pour moi, c'est comment eux aussi cessent d'être considérés par les Français comme des enfants. Et il ne faut pas oublier, quand il y a eu cette révolution, la révolution, elle est faite, évidemment, pas... Rappelle quand c'était... C'était en 72. Et donc, en fait, il y a eu des mouvements, ce qu'on appelait de la rébellion, ce qu'on peut appeler de la résistance, maintenant, je crois qu'on a le droit, d'agriculteurs dans le sud de l'île, parce qu'il y avait des taxes, des choses comme ça, etc. Et en fait, a correspondu à cette chose-là une rébellion chez les étudiants et chez les collégiens et les lycéens, donc des gens très jeunes, qui d'un seul coup ont commencé à dire, un peu comme 68, n'oublions pas qu'il y avait des profs qui étaient français, qui avaient fait 68, et qui aussi transmettaient un peu presque des choses techniques, logistiques, à ces jeunes qui commençaient à dire non, on ne veut plus apprendre le français. Et ils sont allés de collège en collège en disant qu'est-ce que vous en pensez, on devrait arrêter de parler le français. C'est vraiment un mouvement incroyable quand même, et qui au fond, qui a trouvé son équivalent. Et là, la France a commencé à comprendre que c'était fini.
C'était cuit. Et donc, eux, ils ont fait un truc extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce que je montre à la fin du film, c'est qu'ils ne se sont pas attaqués aux Français, puisque le pays était soi-disant indépendant depuis 1960. Ils en ont voulu à leur président, histoire de faire comme si les Français n'avaient pas d'importance dans ce débat-là. Et ça, c'est très fort, quoi. Et d'ailleurs, quand à la fin du film, on a la Révolution, quand elle sort de la base, la Révolution passe devant l'entrée de la base comme si elle ne s'y intéressait pas. Et c'est ce truc, et en travaillant sur le film, je trouve cette chanson de Mahaleo, qui était une chanson de la Révolution, Veluma, et que les personnages chantent à la fin, et cette chanson, elle dit « Au revoir, mon enfance ». Au revoir mon enfance, et maintenant il faut que je grandisse. Et ça ne dit pas il faut que je devienne un adulte. On doit devenir des jeunes. On doit boire, baiser, machin, etc. Tout ça, parce que c'est le moment, il faut arrêter. Et donc, c'est avoir la politique, c'est sortir de l'enfance. C'est de sortir de ce statut de mineur pour transformer quelque chose dans la réalité. Moi, je ne le découvre, j'ai beau avoir écrit un scénario, je ne découvre cette chanson qu'en travaillant après, en prépa, etc. Donc le film, il faut accepter quand on fait un film qu'il soit modifiable à merci pour comprendre ce qu'on travaille, et pas pour se dire ça va être malin, je vais mettre cette chanson à la fin, machin, etc. Parce que moi, cette chanson, je ne la connaissais pas. J'en ai entendu parler. Après, j'ai travaillé avec évidemment un écrivain. Il y avait Gilles Marchand, et il y avait aussi un écrivain malagasy, Jean-Luc Rarimanan, avec qui j'ai travaillé, qui m'a donné aussi le contre-champ de tout ça, parce que lui, il a connu l'autre côté, quoi. Surtout son père, d'ailleurs. Et donc, voilà, c'était un peu tout ça qui m'intéressait à mettre en scène. Tu as prononcé le mot de politique. Je pense que c'est ton film le plus politisé, quoique, non, enfin bon, moi je pense que tous tes films sont, même Les Revenants, sont des films politiques. N'empêche que vous avez été tourné là-bas. Ouais. Tourner là-bas, ça veut dire y aller, faire des repérages, trouver des endroits où on retrouve la base, etc., dans un pays, comme on disait autrefois, du tiers-monde. Ça, c'est une question politique de fond quand on est des Blancs, des Français, et qui plus est avec ce passé colonial, puisque ça a été une colonie jusqu'en 58-59, l'indépendance, tu as raison, c'est 60. Comment tu as fait avec ça, en disant mais qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois, comme un truc de est-ce que j'ai bien le droit, enfin tu vois, pas d'histoire de morale, puisque tu parlais de morale. Non, mais c'est une vraie question. En fait, moi je suis jamais, une fois que je suis rentré en France, j'ai compris que cette nostalgie était pourrie, qu'elle était étrange, quoi, que ça n'allait pas. Et d'ailleurs, tout le monde me disait, mais pourquoi tu retournes pas, etc. Je disais, parce que je me souviens, quand on est revenu en France, mes parents ont voulu, par exemple, aller au Maroc, où on est tous nés. Et on est parti, on a traversé l'Espagne en voiture, c'est-à-dire vraiment le côté 70, c'est-à-dire avec les parents qui fument. Dans la voiture, il fait 40 degrés, mais on ferme les fenêtres quand même, parce que sinon, on n'aspire pas assez de fumée. Et on est arrivé au Maroc et on a découvert le secret de tout ça, c'est qu'on était des touristes. Et que voilà, et que donc ça coïncidait pas aux souvenirs d'enfance. Donc c'était complètement. Donc on est revenu en France, mais je pense tous en dépression. Et pour moi, c'était plus possible de me dire, c'est inatteignable puisque ce rêve était une illusion. On peut pas retourner voir une illusion, ça n'existe pas ce truc-là. Il faut faire une fiction et il faut travailler à rendre quelque chose au pays, quelque chose qu'on lui a volé. Parce qu'on a volé au fond le bonheur, le ciel bleu, la langue. Enfin voilà, et que c'était ma seule manière. Alors après, avoir un tournage parfaitement éthique à Madagascar, c'est très compliqué. Mais par contre, avec Marie-Ange Luciani, avec le directeur de Marie-Ange qui est ta productrice. Voilà, qui est là ce soir. Et Diego, qui est un des directeurs de production, qui a vraiment fait un travail énorme d'approche là-bas pour trouver, parce quand on a tourné là-bas, on a perdu la moitié de nos techniciens français pour prendre des techniciens à Malagasy, parce qu'il y avait aussi cette idée un peu de relancer aussi la possibilité de... Et c'était quand même assez joyeux ce tournage, parce que c'était compliqué, hein, c'était quand même la sortie du Covid. Donc on a eu pas mal de problèmes et Madagascar avait les frontières fermées pendant très longtemps et on les comprend, hein, ça a été quand même là-bas un drame très 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 dur. Et donc on est allé là-bas et c'est vrai que c'est toujours, donc on a travaillé comme ça, les équipes se sont
mélangés, etc. Et qu'il y avait un truc comme ça. Mais je n'aurais pas pu retourner là-bas si c'était pas pour faire justement un film. Après, c'est toujours très compliqué parce qu'une fois qu'on a fait le film, pour aller le présenter là-bas et tout, c'est très compliqué. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont vu là-bas de manière complètement détournée parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéma. Mais par contre, alors. Ah oui, ça fait 1h30. Ouais, bon, faut qu'on arrête. Alors, juste, je voudrais terminer par un truc que tu n'as peut-être pas vu, mais moi je l'ai vu. C'est une photo sur le tournage à Madagascar qu'a prise de toi, Gilles Marchand, et tu es lové dans un trou. Et je me dis, tiens, ça c'est Robin. Voilà. C'est à la fois très drôle et très inquiétant, quoi. C'est super. Voilà. Bon. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Oui, il faut qu'on arrête. Merci Robin. Merci cruel, de nous avoir supportés. Oui, c'est cruel. J'ai toujours ce mauvais rôle. Merci beaucoup à tous les deux.